connectez-vous, connectez-vous. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Ah, l'homme n'est rien. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On va se laisser en même temps. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Donnez-moi mes étoiles. Donnez-moi mes étoiles, chers parents. Donnez les étoiles. Invitez vos collègues, vos proches, vos amis. Invitez tout le monde. Partagez le direct dans les groupes. Ainsi que sur vos murs. C'est très important. Voilà. Et taguez vos amis à venir suivre le direct. Nous allons rentrer en profondeur. On ne va pas trop durer. Je vais voir. Je suis à combien de pourcentage? 69%. Ça va. On peut un peu parler. Donc voilà. Dès lors que je serai déchargé, voilà. Ah tiens, je vais couper. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur ma page Guégué Complet. N'hésitez aussi pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Guégué Complet. Voilà, ce sont les mêmes noms. Donc si tu connais le nom de ma page de Facebook, tu connaîtras aussi le nom de ma chaîne YouTube. Si tu connais le nom de ma chaîne YouTube, tu connaîtras aussi le nom de ma page Facebook, puisque les deux noms sont pareils. Voilà, donc abonnez-vous. Maintenant, il y a des gens qui sont sur YouTube qui me demandent comment on donne les étoiles. Pour donner les étoiles, ce n'est pas via YouTube, c'est via Facebook. Donc, venez sur Facebook, abonnez-vous sur ma page Facebook, Guégué Complet. Et de là, maintenant, vous pouvez envoyer des étoiles à travers mes différentes vidéos. Voilà, ou mes précédentes vidéos ou les nouvelles vidéos. Donc voilà, un peu. Abonnez-vous. Georges Bassi. Ah, vieux père Georges, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ah ouais, maître Georges, je vous salue. Big up à vous. Bertheline et Sombre. Bonsoir, Madame Bertheline et Sombre. Alain Sadio, big up à vous, maître Alino Premier. L'incontournable. L'incontournable. Ah, attendez, je vais enlever mes verres d'abord. Je vais vous regarder pour vous saluer. Mes frères, je vous salue. Voilà, ça c'est mon nom. Maintenant, désolé, mais je vais porter mes verres. Voilà, c'est important. C'est ça mon nom. Donc abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Mettez-vous en ligne, on commence. Seogo Abdoul Karib. Bonsoir à vous, maître MK Brevet. Big up à vous, maître MK. Alors, donc nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourron aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino Camari des Oula Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui s'est passé hier. Je dis bien hier 24 août 2022. Hier 24 août 2022. Il faudrait que on rétablisse les faits dans leur contexte et que le mensonge quitte nos oreilles ainsi que nos cerveaux. Il faudrait que ça soit clair. Donc, rétablissons la vérité. Rétablissons la vérité. Ah tiens, rétablissons la vérité. Alors, il s'agit là de la frappe russe dans l'une des villes ukrainiennes, dans une gare. Mais cette frappe visait quoi? C'est très important. Parce que les Russes, à un moment donné, ils ont toujours laissé les Occidentaux envoyer des armes en Ukraine via des trains. Vous pensez que les armes qui rentrent en Ukraine, là, ça passe par où? Puisque l'espace aérien ukrainien est fermé. Que ce soit les avions,
ils font, c'est-à-dire ils détachent, c'est-à-dire ils démontent les avions et ils envoient ça par pièces détachées. Et c'est dans les usines ukrainiennes qui remontent les avions pour que les Ukrainiens repilotent ces avions pour aller au combat. C'est-à-dire les pays baltes et les pays européens qui fournissent des armes à l'Ukraine, puisque ces avions ne peuvent pas voler directement des pays membres de l'OTAN pour débarquer en Ukraine. Ça sera comme une déclaration de guerre de la part de la Russie, comme quoi des avions quittent les pays membres de l'OTAN pour aller attaquer des forces russes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils démontent ces avions-là en pièces détachées et puis ils les envoient. Et ces avions sont remontés dans les hangars, dans les trucs, dans les usines ukrainiennes. Est-ce que vous comprenez? Et une fois remontés, mais il y a aussi des pilotes européens, des pilotes ukrainiens qui utilisent ces avions pour aller combattre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les armes que les Américains envoient, ils mettent ça dans des trucs, dans des wagons, citernes. Ils mettent ça dans des... Est-ce que vous comprenez? Dans des trains pour aller en Ukraine. Et ces trains quittent les pays membres de l'UE. Ça charge soit en Pologne, en Roumanie, les trucs comme ça. Voilà pourquoi le pont qui quittait la Roumanie via Odessa, les Russes avaient bombardé ça parce qu'il y avait un chemin de fer qui permettait aux trains de charger des armes depuis la Roumanie pour envoyer ça vers Odessa, c'est le territoire ukrainien. Donc les Russes avaient bombardé pour couper ce chemin de fer qui passait par là. Mais la Russie n'a pas tout bombardé. La preuve en est que quand les visiteurs européens ils veulent aller en Ukraine, mais ces trains ils prennent pas avion. Donc ils prennent les chemins de fer à travers des trains pour aller toujours en Ukraine. Et donc ces trains ont toujours aidé les Ukrainiens à s'alimenter en armes occidentales. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Ukrainiens ont toujours utilisé ces armes via les trains pour les amener sur le front. Voilà pourquoi les armes occidentales continuent toujours d'arriver en Ukraine, puisque la Russie ne veut pas détruire tous les chemins de fer ukrainiens à cause de la population en fait. Parce que si elle détruit tout, il y aura une très grande famine au sein de la population, parce que pour que les denrées alimentaires viennent, il faut des routes, il faut des chemins de fer pour alimenter le peuple en nourriture. Donc la Russie n'a pas voulu tout détruire pour ne pas que le peuple sombre dans la famine totale. Donc elle a détruit certains points stratégiques. Mais cela servait toujours aux Ukrainiens. Donc hier, la frappe qu'il y a eu dans la gare, quand on vous dit civil, n'écoutez pas ces gens-là. Dans ce train-là se trouvaient des militaires ukrainiens qui partaient au front pour renforcer le front de l'Est en question. Parce qu'il y a eu une offensive russe vers le sud, vers Kherson. Il y a eu une offensive russe qui va vers Nikolaïev en ce moment. Parce qu'ils avaient brandi dans les médias comme quoi l'Ukraine allait lancer une contre-offensive. Et n'écoutez pas, ils n'ont pas pu lancer de contre-offensive. Ce sont les Russes qui mènent une offensive en ce moment-là. Ils sont là à reprendre des villages, ils sont là allumés vers Nikolaïev, donc le sud de l'Ukraine. Ainsi qu'à Bakhmout, il y a, aux alentours de Bakhmout, il y a les combats qui font rage. Est-ce que vous comprenez? Et les Russes ont multiplié les attaques vers Kharkiv, où il y aura comment on appelle ça, un référendum bientôt à Kharkiv pour que le peuple, c'est-à-dire les citoyens de Kharkiv, désignent s'ils doivent appartenir à la Fédération de Russie ou bien voilà, à l'Ukraine. Donc, voici ce qui se passe. Et comme
de jour en jour, la Russie prend du terrain. Donc, les soldats qui ont été frappés là, ce sont des soldats qui ont été formés au Royaume-Uni. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des Ukrainiens qui sont partis au Royaume-Uni, qui ont été formés militairement. Et donc, on les a envoyés. Quand on les a envoyés, il y avait aussi des armes dans le train. Et donc, les services de renseignement russes savaient ce qui se trouvait dans le train. Et donc, ce train étant à la gare, c'était en circulation à Tia. Ils ont laissé ça à la gare là-bas. Ils ont laissé ça à la gare là-bas pour que ça puisse charger d'autres personnes pour aller au front, pour les amener vers le front de l'Est. Mais les services de renseignement russes étant bien informés, ils savaient que dans ce train se trouvaient des militaires et des armes. Ils n'ont pas tardé, c'est le train qu'ils ont visé. Ils n'ont pas visé la gare comme les gens vous le font croire. Eux, ils n'ont pas visé le chemin de fer. C'est le train. Il y avait un train là qui était à la gare là-bas. Ça a stationné. Ça voulait prendre d'autres personnes. Et ces personnes-là, c'était d'autres militaires ukrainiens. Ce n'étaient pas des civils. C'était des militaires ukrainiens qui étaient dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce train vient de loin. Ça vient de l'ouest. Et arrivé dans cette gare au centre de l'Ukraine, ça prenait d'autres militaires ukrainiens pour les envoyer vers le front de l'Est. Mais les services de renseignement russes étaient informés du départ. À chaque endroit où le train s'arrêtait, ils savaient combien de personnes qui étaient là-dedans. Et donc, ils ont attendu au bon moment parce qu'ils savaient que ce train allait prendre d'autres personnes. Et quand ces personnes devraient monter, la Russie a frappé très fort. Donc, l'impact du missile, c'est un missile très précis. Ils n'ont pas dit que les missiles russes ne sont pas précis. Les Occidentaux. La propagande fait qu'eux-mêmes, ils cherchent, ils disent, mais c'est quel missile ils ont utilisé? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, le missile a été très précis. Ça a frappé le train. Ah tiens, frappé même le train. Et tellement c'est fort, il y a eu même un cratère de combien de trucs de diamètre. Et donc, il y a eu des dommages collatéraux. C'est tout à fait normal. Parce qu'un missile qui frappe dans une gare, les Ukrainiens, leur problème, leurs militaires là, ils s'en vont se placer où il y a les civils. Mais la Russie ne peut pas passer son temps, tout le temps, à vouloir trier des civils, trier des civils, trier des civils. À un moment donné, c'est bon quand même. Elle ne peut pas passer tout son temps à vouloir trier toujours des civils. Est-ce que vous comprenez? Elle ne peut pas passer tout son temps à vouloir toujours trier des civils. Donc, à un moment donné, ils ont dit, bon, écoutez, si on veut encore les laisser pour dire qu'ils sont des civils, mais s'ils descendent, mais on ne pourra plus bien les frapper. Et donc, ils ont profité, ils ont frappé très fort. Quand ils ont frappé, il y a eu plus de 200 militaires qui ont trouvé la mort. 200 militaires. Mais le régime de Kiev nous fait croire que non. Au début, ils ont dit non, c'est 15 morts. Mais les morts là, ils n'ont pas situé. Quel genre de morts? Ils n'ont pas dit des civils. Après, ils ont dit non, il y avait des enfants qui sont morts. Suite à ça, on dit non, c'est 22 personnes et puis 50 blessés. De vous à moi, quand vous voyez l'impact du missile, quand vous voyez le train qui est bourré d'hommes, je dis bien le train, un train, 5 wagons étaient détruits, c'est 5 voitures. Donc, chaque voiture, on appelle ça un wagon. C'était rempli de trucs de militaires, c'était bourré. Ça a été frappé. En dehors de ça, excusez-moi, en dehors de ça, il y a eu l'impact dans les environs, aux alentours de la gare. Et ça a touché des gens. Dans ça, il dit donc 22 personnes. Ce sont des mensonges. Il y a eu bel et bien plus de 200 personnes qui ont été assassinées ce jour-là. Hier, c'était leur fête nationale. Il y a eu plus de 200 personnes qui ont été matées par le missile, qui a été très pointu, aigu et précis. Donc, est-ce que suite à cette frappe-là, l'Union européenne n'a pas réagi? Joseph Borrell a dit, ceux qui ont tiré le missile, ils doivent répondre de leurs actes. Mais si c'est 22 personnes, est-ce que vous les voyez quand
Ça fait 2 fois que l'Union européenne réagit. Un jour, les Russes avaient dit, ils avaient frappé, soi-disant. Hein, les Européens disaient que non, non, les Ukrainiens disaient que non, ils avaient frappé une école. Hein, et tout. Et les Russes ont dit que l'endroit où ils ont frappé, là, il y avait des militaires membres de l'OTAN qui alimentaient les Ukrainiens en armes. Et des militaires, c'est-à-dire comment on appelle ça, des forces aériennes ukrainiennes qui étaient là-bas, qu'ils ont frappé. Et que ça fait beaucoup de dégâts et qu'il y avait parmi eux des militaires membres, des militaires venant de l'Occident, des hauts gradés. Mais suite à ça, l'Occident avait réagi. Tout le monde avait condamné cette frappe. C'est-à-dire quand la Russie frappe et que ça fait mal, l'Occident réagit, l'Occident condamne. Pourquoi ils ont condamné hier? Parce que c'est pas aujourd'hui. D'habitude, quand la Russie frappe, ils ne condamnent pas. Ils ont condamné hier parce que c'est leurs militaires qu'ils ont formés. Ils ont misé l'argent, ils ont tout donné. Maintenant, il les faut rentrer en Ukraine. Ils ne sont même pas encore arrivés au combat à tir. Et puis, la Russie les a anéantis. C'est ça qui les a énervés. Et les nouvelles armes qu'ils avaient mis dans ce train-là, ce n'est pas arrivé à destination, ça a été maté à la gare. C'est ça qui a poussé Joseph Borrell à sortir de ses gonds pour condamner la frappe et a dit que les responsables de cette frappe doivent répondre de leurs actes et qu'ils devraient être poursuivis à la justice. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il y a toujours des mensonges, ils ont minimisé l'impact de cette frappe. Et ils ont dit non, c'est 22 personnes. Ah tiens, ce n'est pas 22 personnes. Quand ils vous disent 22 là, hein, derrière 22 là, mettez au moins 0 encore. Quand il dit 22, mettez 0 entre 2 là, et puis truc, hein, entre les deux là, mettez un 0. Ça va faire 202. Mettez ça. Parce que eux, ils disent jamais la vérité. Parce que s'ils disent la vérité, le peuple ukrainien sera choqué. Et beaucoup vont commencer à se poser des questions. Beaucoup vont refuser d'aller au front. Et donc, il faut cacher les morts. Il ne faut pas dire les chiffres exacts. Est-ce que quand vous regardez les médias mainstream, ils disent les morts du côté de l'Ukraine? Non. Eux, ils prennent toujours ce que Zelensky dit. Ce que la Russie dit, oh, c'est des propagandistes, c'est des menteurs, les Russes, on peut pas tenir compte de ce que la Russie dit. Mais ce que l'Ukraine dit, oui, ça c'est la vérité absolue. On ne peut pas contester ce que l'Ukraine dit, sachant bel et bien qu'eux-mêmes ils sont conscients que ce que les Ukrainiens disent, certaines choses qu'ils disent c'est faux et certaines choses qu'ils disent c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc ils savent que la parole ukrainienne n'est pas une parole sainte à laquelle les gens doivent dire Amen, Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc voici un peu la réalité du terrain. Ça a choqué les Ukrainiens. Donc c'était une riposte de la mort de Daria Dugina. Les Russes, il fallait qu'ils donnent une réponse proportionnée. Et parmi ces militaires, il y avait des mercenaires, membres de l'OTAN. Donc quand la Russie a frappé avec un truc en précision, 200 morts en une fraction de frappe avec un seul missile, ça fait réagir les Occidentaux. Donc c'était une vengeance de la journaliste Daria Dugina qui a été tuée. C'était une manière de riposter pour leur faire comprendre que si vous commettez tant, voici ce qui vous attend. En retour, on va frapper très fort. Gars ou pas gars, train ou pas train, on va frapper. Et donc ça fait moins un train de transport aux Ukrainiens. Ce train-là, c'est un train qui servait l'État ukrainien, mais ça vient d'être mis hors d'état de nuit. Donc ce train-là va plus circuler. S'il y a un autre train qui prend encore des militaires, ils vont encore frapper. Donc au fur et à mesure que les hostilités vont durer, mais l'Ukraine va perdre beaucoup de trains. Et donc c'est un État qui n'aura plus la capacité d'avoir des trains ou des avions. Et tout ça là, ce sont des dépenses pour réhabiliter l'État ukrainien, pour pouvoir relancer l'économie ukrainienne. Il faut acheter des trains, des avions, reconstruire le pays. Vous comprenez, ce sont des milliards et des milliards de dollars qui seront engagés dans ça. Qui va payer? Qui va payer? Est-ce qu'après la guerre, là, les Européens vont encore se mettre à fond pour dire qu'ils vont encore reconstruire le pays? Je ne pense pas.
Avec cette crise qui s'annonce, on ne sait jamais. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. Est-ce que ces pays européens qui soutiennent l'Ukraine, est-ce que demain, là, ils seront encore puissants économiquement parlant pour dire, bon, ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à fond? Est-ce que le président américain, Joe Biden, est-ce que les futures élections qui vont se passer, s'il perd, est-ce qu'un autre président vient, est-ce que l'autre président, il va accepter de prendre des milliards pour envoyer ça en Ukraine, pour reconstruire l'Ukraine? Voici les questions que le président ukrainien devrait se poser. Est-ce qu'en Europe, les présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir, mais ils ne vont pas rester là éternellement? Mais quand il y aura des élections, d'autres vont venir. Et c'est d'autres qui vont venir là. Est-ce qu'ils vont vouloir prendre l'argent de leur pays pour envoyer ça en Ukraine, pour reconstruire le pays? Voici ça le problème. Voici ça le problème. Donc voilà un peu la situation. Voilà un peu la situation. Alors, il y a eu encore un autre fait aujourd'hui à propos de la centrale nucléaire qu'on appelle Zaporizhzhia. Le problème, c'est que l'armée ukrainienne est en train de faire une fuite en avance. C'est quoi? Elle est consciente qu'elle ne peut pas lancer une contre-offensive pour chasser les Russes auprès de la centrale nucléaire. Il faudrait que les gens le comprennent, ce qui se passe. Parce que la logique est claire. Même si tu es fou, tu comprends. C'est comme si tu es dans une maison et quelqu'un t'accuse que non, toi-même tu es en train de brûler ta propre maison, tu es dans la maison et tu brûles la maison pour te donner la mort. Mais non. Sachant bel et bien que tu es en conflit avec quelqu'un et toi-même tu vas te brûler toi-même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pourquoi? Parce que les Russes occupent la centrale nucléaire. Et puis ils disent non, ce sont les Russes eux-mêmes qui bombardent la centrale. Donc s'ils bombardent et qu'il y a radioactivité, truc dans la centrale, mais qui va mourir premièrement? Ce sont les Russes, les soldats qui sont là-bas qui vont mourir. D'abord, avant que ça ne touche d'autres coins. Donc ils ne sont pas fous. Ils ont leur famille, ils sont partis là-bas, ce n'est pas pour se donner la mort. Ils sont partis là-bas, ils savent que oui, il y a la mort, mais ce n'est pas à eux-mêmes de provoquer leur propre mort. S'ils doivent voir la mort, il faudrait que le camp en face provoque leur mort et non eux-mêmes. Donc eux-mêmes, ils ne peuvent pas se bombarder eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas se bombarder eux-mêmes. Ceux qui bombardent, ce sont les Ukrainiens qui frappent la centrale nucléaire pour faire un chantage international et ils retournent la situation en disant que non, les Russes bombardent la centrale. Le fait recherché, c'est quoi? C'est de démilitariser l'endroit en fait et permettre aux Européens via l'agence, l'agence qu'on appelle l'AIEA, l'agence nucléaire de quoi là? De l'AIEA, qui sont comme les gendarmes. Donc dans cette agence, il y a les agents européens, soi-disant experts, qui eux, ils vont dire, bon, nous, on va s'encaparer des trucs de la centrale nucléaire, il ne faut pas y avoir de combat ici. L'objectif, c'était d'éviter que la Russie déconnecte cette centrale nucléaire du côté ukrainien. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, si l'agence, l'AIEA, prend le contrôle, l'Ukraine va toujours obtenir l'électricité. Et donc, c'était l'objectif recherché. En bombardant, la Russie va dire, bon, on veut négocier. On veut que l'endroit soit démilitarisé et que les Ukrainiens vont imposer leurs conditions pour dire, non, on ne veut pas que les soldats russes soient là. On veut que l'équipe ukrainienne soit au sein de l'agence parce que c'est eux qui ont été formés pour travailler là-dedans. Et en retour, il faudrait que l'AIA soit là, ou bien l'ONU surveille l'endroit pour ne plus qu'il y ait une offensive militaire russe. C'était une manière de contrecarrer les Russes, d'aller encore loin dans la région des Zaporizhzhia. Donc, ils ont utilisé ça. Le bombardement, matin, midi, soir. Et ils font de la propagande médiatique en disant que non, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie. Mais des gens ont compris. Et donc, la déconnexion de cette centrale nucléaire qu'il y a eu aujourd'hui, ce n'est pas volontiers en fait, ça ne vient pas de la Russie. C'est un bombardement ukrainien qui est endommagé.
la ligne électrique qui quitte la centrale vers la direction ukrainienne. Donc ça a été endommagé. Si c'est endommagé, la Russie, donc les experts russes ont décidé de couper le réseau qui va du côté de l'Ukraine. Parce que ça a été endommagé, ils ne peuvent pas laisser ça pour ne pas que ça engendre des choses. Donc ils ont coupé le réseau ukrainien qui quitte vers la centrale pour aller du côté ukrainien. Or, cette centrale nucléaire est la plus grande en Europe. Elle est la plus grande en Europe, c'est-à-dire en matière de capacité de mégawatts. Donc, c'est une centrale nucléaire qui alimente au moins 4 millions d'Ukrainiens. 4 millions. Ce n'est pas petit. 4 millions. Donc, imaginons combien de foyers ça alimente. Donc, plusieurs maisons. Donc, c'est que si la Russie est méchante, et qu'elle dit, bon, cette ligne qui a été endommagée, nous on a coupé, mais on ne va pas réparer la ligne pour réalimenter en électricité l'Ukraine. L'Ukraine fait quoi? Pourquoi les Européens ils s'immiscent dans cette affaire? Parce que Zelensky avait promis aux Européens de leur donner de l'énergie en fait. Parce que les Européens, ici en Europe, il y a problème d'énergie en ce moment. Chaque pays européen se bat pour chercher de l'énergie partout où c'est possible. Donc l'Algérie est devenue l'Eldorado en ce moment, où chaque pays européen court pour aller voir les Algériens. On veut gaz, on veut gaz, on veut gaz. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas tous les pays européens qui seront servis par l'Algérie. Beaucoup parmi eux n'auront pas cette chance d'obtenir le gaz algérien. D'où Zelensky, avec l'aide occidentale et européenne qu'il reçoit, il voulait aider les Européens à leur fournir de l'électricité et tout. Mais électricité parce qu'il comptait sur les différentes centrales nucléaires qui se trouvent dans son pays. Donc il pensait que son pays allait alimenter l'Europe en électricité pour enlever un peu le fardeau sur l'Europe, c'est-à-dire cette crainte qu'il y a dans les pays européens. Maintenant, il voit que son plan commence à être foiré. C'est-à-dire, si les Russes coupent, je dis bien si les Russes coupent, ils ont déjà coupé par rapport à un problème technique. Mais s'ils ne veulent plus relancer et qu'ils coupent ça définitivement, mais imaginons 4 millions d'Ukrainiens qui vont être dans l'obscurité. Est-ce que ces Ukrainiens qui seront dans l'obscurité vont permettre à Zelensky, est-ce qu'ils vont accepter que Zelensky prenne une partie de l'électricité pour donner ça aux Occidentaux? Question. Ils ne vont pas accepter. Ça, il faudrait que ça soit clair. Donc, les Européens, en voyant ça, déjà, ils pleurent. Parce qu'ils se disent, mais putain, si la Russie ne redémarre pas l'énergie envers les territoires ukrainiens, mais on ne pourra plus avoir de l'énergie. Parce que Zelensky sera obligé, au lieu de donner cette énergie aux Européens, c'est-à-dire les autres centrales nucléaires qui restent, au lieu de fournir leur énergie en Europe, il sera obligé de rediriger ça vers les secteurs où il n'aura plus d'électricité. Parce que s'il ne veut pas envoyer l'énergie là-bas et qu'il veut donner ça aux Européens pour faire un geste de truc de courtoisie et tout, mais les autres régions vont se révolter contre lui. Ils vont dire, mais il se fout de nous. Donc nous aussi, on veut notre autonomie. Et ça va devenir comme le Donbass. Les gens qui se sont révoltés au Donbass, d'autres régions vont aussi se révolter parce qu'ils vont dire, non, le président, donc l'Ukraine se fout de nous, l'hiver vient, l'hiver là, ça vient. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il n'y a plus d'électricité, ils font comment pour se réchauffer? Ils font comment pour préparer? Ils font comment pour se laver? Parce qu'il y a d'autres qui ont des cuisinières électriques. Il y a d'autres pour se laver, là, ils ont besoin de trucs, de l'électricité. Et tout. Et donc, ça crée des problèmes. Donc, l'Ukraine a peu de temps pour alimenter tous ces réseaux. Sachant bel et bien qu'il y a un conflit, ça tire de partout. Donc, quels sont les techniciens qui vont encore essayer d'alimenter ces différents foyers pour reconnecter toutes ces maisons? C'est un problème. Et donc, Poutine, il joue à un jeu très bien élaboré. Et ça, les Européens, ils ne veulent pas voir ça. Parce que c'est-à-dire,
Quel discours tu vas tenir face à un peuple qui manque des trucs d'énergie pour dire non, calmez-vous, l'hiver ce n'est rien, on vous soutient. Non, 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 ils vont se révolter. Ils vont dire, mais vous foutez de nous. Vous nous soutenez comment? Hein? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est-à-dire, la nuit, tout est truc. Ils ne vont plus regarder télévision. Ils vont faire comment? Comment on appelle ça? Les frigos, tout ça, là, ça va s'arrêter. C'est un danger pour eux. Ils peuvent pas, c'est-à-dire, s'il y a des canicules, ils ne vont pas allumer ils vont pas allumer leur climatiseur ou bien ventilateur pour se rafraîchir. Est-ce que vous imaginez un peu? Et ces gens-là, vous pensez qu'ils vont soutenir encore le régime? Ils ne vont pas soutenir. Et Poutine, il sait ce qu'il fait. Donc, l'électricité, il va rediriger ça vers le Donbass. La Crimée, le Donbass, c'est-à-dire où les séparatistes ukrainiens qui soutiennent la Russie contrôlent. Il va envoyer ça là-bas. Il va dire, à partir d'aujourd'hui, vous êtes alimentés en courant. L'Ukraine ne peut plus couper ça et tout. Et le reste de l'Ukraine, qui n'aura pas de l'électricité, va se révolter contre le gouvernement central. Et ça, c'est ça qui est l'inquiétude des Européens. Et donc, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils disent non, il y a un danger nucléaire. Parce que eux, comme ils ont perdu le contrôle de cette centrale, ils ne veulent pas laisser ça, ils veulent tout détruire. Ils veulent gâcher. Même si c'est sur le territoire ukrainien, ils veulent faire péter la centrale nucléaire pour qu'il y ait de radioactivité partout. Donc eux, ils ne vont pas avoir ça. Il ne faudrait pas que aussi les Russes gagnent ça aussi. Et c'est ce qui est dans leur tête. Donc si la Russie a convoqué une réunion à l'ONU, c'est pour mettre devant le monde entier que l'Ukraine commet des actes terroristes envers la centrale nucléaire pour avertir le monde entier que si jamais il y a un danger au sein de la centrale, ça ne vient pas de la Russie, mais ça vient de l'Ukraine. Pour que le monde entier puisse prendre conscience de ce que les Occidentaux... Mais ce n'est pas l'Ukraine seule. Hein. Ce que l'Ukraine fait, ce sont les Occidentaux qui mettent ça dans la tête des Ukrainiens en fait. Est-ce que vous comprenez? Zelensky, lui, n'en a rien à foutre de son peuple. Lui, on lui dit de faire ce qu'il en veut. Voilà, on lui dit de faire ce qu'eux, ils ont envie qu'il fasse. Et donc, lui, il exécute tout simplement. S'il ne veut pas exécuter, ils ne vont plus lui donner d'argent. Ils ne vont plus lui donner des armes. Son argent qu'il a caché dans leur banque, ils vont bloquer. Donc, il est dans leur main, il ne peut rien faire. Il est dans leur main, il ne peut rien faire. Il peut même pas dire que il ne veut pas. Donc, tout ce qu'on lui demande de faire, il exécute ça à la lettre. Donc, voici un peu le danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici le vrai danger. Maintenant, les Ukrainiens mentent. Ils disent, depuis le début du conflit, ils ont perdu 9000 hommes. Vous trouvez ça normal? Vous qui me regardez là. Mais donnez-moi mes étoiles. Ah, il n'y a personne parmi vous capable de donner une étoile. Ah, mais non. Donnez-moi mes étoiles en quittant ici. Donnez les étoiles. Que Dieu vous bénisse déjà. Pour ceux qui vont faire ce grand geste, que Dieu vous bénisse. Mais, de vous à moi, est-ce que c'est que les Ukrainiens disent? Est-ce que c'est vrai? Ils disent non, depuis que le conflit a commencé, eux, ils ont perdu 9000 hommes. Mais les Américains disent, les Russes ont perdu 80 000 hommes. Est-ce que vous comprenez même? Les Ukrainiens disent, eux, c'est 9000 hommes. Et les Russes ont 80 000 hommes. Et que la Russie n'a plus d'armée, c'est fini pour les Russes. Mais les Ukrainiens, ils savent se battre, c'est des lions. Bon, même un enfant qui vient de naître, il ne peut pas croire à cette propagande. Et les gens en Occident, ils sont incapables de se poser des vraies questions. Pour dire, mais ça, c'est faux. Il n'y a personne capable de dire non, ce sont des faux chiffres. Ils disent 9000 hommes qui sont morts. Qui sont morts plutôt. Mais du côté de la Russie, c'est 80 000. Sachant bel et bien que la Russie contrôle l'espace aérien ukrainien en matière d'aviation. Qui a frappé là? Mais c'est un avion russe qui a bombardé la gare. Le train qui était à la gare, c'est un avion russe qui a opéré, c'est pas un missile lancé depuis la mer Noire.
Ce n'est pas un navire qui a lancé un missile de croisière. Le bombardement a eu lieu via l'aviation russe pour frapper l'objectif. Non seulement les Russes ont des avions, et c'est avec ces avions-là, ils pilotent le matin, midi et soir, et les Ukrainiens eux-mêmes, ils le disent, que l'artillerie russe a vraiment fait assez de dégâts. C'est l'artillerie russe qui a fait que les Ukrainiens ont fui des villes. Et puis ils disent non, c'est un truc repli stratégique. Repli stratégique après on réveille. Mais non, eux-mêmes ils pleuraient que par jour ils perdaient 500 personnes. Par jour, ils perdaient 500 personnes. Donc si par jour ils perdaient 500 personnes, par jour ils perdaient 300 personnes. 2 jours là, ça fait 1000 personnes, non? 3 jours, ça fait combien? 1500. Donc, c'est-à-dire dans une ville, si la bataille a lieu pendant 2 semaines, ça fait combien de trucs? 1000 de personnes. Ça fait combien de trucs? 1000 personnes qui meurent. À Mariupol seul, il y a eu combien de morts? Je dis dans la ville de Mariupol seul, il y a eu combien de trucs? 1000 de morts. Les Ukrainiens ont perdu combien de trucs militaires? Ils ne diront jamais ça. Mais la Russie a arrêté au moins 7000 militaires ukrainiens qui sont dans la main des Russes. Ils sont devenus prisonniers. Je dis bien 7000 militaires ukrainiens sont dans les mains des trucs. Du côté ukrainien, ils ont arrêté quelques Russes, mais ça ne fait même pas 1000 militaires russes. Les militaires russes qu'ils ont arrêtés là, ils ne valent même pas 1000. Mais les Russes ont arrêté au moins 7000 militaires ukrainiens. Qu'on appelle les néo, voilà, régiment Azov et régiment Kraken, les trucs comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 9000 personnes, soi-disant, qu'ils auraient perdu depuis le début de l'opération spéciale, ce sont des mensonges. Bon, l'armée ukrainienne était combien? C'est pas eux qui ont dit, ils ont fait mobilisation, truc au général. Au début, là, on nous montrait des gens qui avaient des cocktails Molotov, c'est-à-dire des bouteilles, ils mettaient des trucs, du carburant, ils mettaient de l'essence avec un truc au pétrole, et ils jetaient ça sur les chars russes. Eux tous, ils étaient mobilisés. Eux tous, ils étaient mobilisés. Il n'y avait même les gens qui étaient âgés de 18 à 60 ans ou bien 50 ans, ils n'avaient pas le droit de sortir du pays. Mais avec le temps, on voit que dans l'Ukraine, on manque de soldats. Vous dites ces 9000 personnes, vous avez perdu. Et vous manquez de soldats. Et l'Europe dit, bon, on va s'engager à former les militaires ukrainiens. On va former des gens pour libérer leur pays parce qu'ils n'ont plus assez de trucs de militaires. Chaque pays prend déjà des citoyens ukrainiens pour aller les former, pour qu'ils deviennent les futurs soldats. Mais vous dites, vous avez perdu 9000 soldats. Ou bien l'armée ukrainienne en faisait au moins 100 000 soldats. Mais ce sont des mensonges. Parce qu'au début de l'opération, ils étaient mobilisés. Eux tous, ils valaient même au moins 1 million de soldats sur le terrain. 1 million de soldats sur le terrain. D'1 million. Vous dites, vous avez perdu uniquement 9000. Bon, on suppose que les blessés et tout ça, ça peut faire au moins, si 9000 sont mortes, 9000 personnes sont mortes, ça veut dire les blessés, si on accumule les blessés et tout, bon, ça peut valoir au moins 40 000. Mais vous avez dit au début que vous étiez au moins 1 million. Donc si on enlève dans 1 million, on enlève 40 000, il reste encore beaucoup. Mais comment se fait-il que vous dites non, vous manquez de militaires? Avec toutes les armes qu'on vous envoie, vous n'avez plus de personnel pour combattre. Donc, quand vous analysez les choses profondément, vous constaterez que ce sont des menteurs. Les chiffres 9000, je peux vous dire même 80 000 qui donnent là, peut-être c'est eux. Ce sont les militaires ukrainiens qui, les morts là, qui font 80 000. Et puis les 9000 qui disent là, peut-être c'est les Russes. Ah oui, oui, oui. Parce qu'ils sont incapables de dire les vrais chiffres. Ils ne communiquent pas sur leurs chiffres, ils cachent. Et matin, midi et soir, ils sont là à évoquer les chiffres russes. Chaque média dit n'importe quoi. Les Britanniques disent, ah, ils ont perdu 80 000. Les Américains, oh, il se peut que ça soit 100 000. Les Européens, non, bon, c'est 15 000. Et puis, chacun dit n'importe quoi. Et il dit, bon, l'Ukraine, au niveau des trucs du gouvernement ukrainien, il dit, oui, on a déjà tué au moins 300 000 Russes. On les tue. Bon, chacun dit ses chiffres. Mais ils n'ont jamais dit les chiffres ukrainiens.
ce que le gouvernement ukrainien dit pour dire, bon, il y a de cela un mois, ils ont dit non, eux, ils avaient seulement perdu au moins 5000 personnes. Tout le monde a pris, oui, c'est le gouvernement même qui a dit, donc c'est crédible. Mais ce que les Russes disent là, non, c'est des menteurs. Ce sont des propagandistes. Ah, donc eux, ils sont des menteurs. Et puis, au niveau des services de renseignement, la Russie coopérait avec les pays membres de l'OTAN, de l'Occident, au niveau du terrorisme. Oui, ils coopéraient. La Russie donnait des informations. Donc, aujourd'hui, vous savez qu'ils mentent. Donc, les informations qu'ils vous donnaient, c'était des trucs, des fausses informations. Quelqu'un, vous savez qu'il ment et vous dites non, on va coopérer en matière de renseignement. Mais si tu sais qu'il ment et que tout ce qu'il te dit c'est faux, il ne faut pas aller lui dire que tu veux coopérer avec lui dans tel domaine, tel domaine. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas crédibles. Les Occidentaux ne sont pas crédibles. Voilà, leur crédibilité a été ternie au grand jour. La propagande de leurs médias, c'est eux qui disent que RT, Sputnik, ils étaient des médias de propagande, mais aujourd'hui, on a constaté que leurs médias, ça dépasse. Leurs médias, c'est poison. En matière de propagande, c'est du poison. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. Et puis, ils invitent des gens qui disent ancien général, ancien commandant, ancien ceci. Ceux-là, ils n'ont jamais fait de guerre. Depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils ont été au sein de l'armée, de leurs différents pays, ils n'ont jamais participé à une vraie guerre. C'est la première fois qu'ils voient un pays qui est en train de mener une opération spéciale, ils voient ça. Et puis c'est eux qui sont les analystes. C'est eux qui maintenant ils disent ceci, cela, et qui disent ah, l'armée russe, ce n'est pas une armée. On dit deuxième armée du monde. Mais on voit que non, ça ne donne pas les résultats escomptés. Ce sont des vieux matériels. Ah, ouais. L'OTAN est trop puissant. Mais quand ils prennent la Russie et puis ils prennent l'OTAN là, ils n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Allô? Je pensais qu'ils allaient dire que la France est trop puissante que la Russie. L'Allemagne est trop puissante que la Russie. L'Amérique est 1000 fois puissante que la Russie. La Pologne est 1000 fois puissante que la Russie. L'Angleterre, non. Ils ne disent pas ça. Ils disent non, l'OTAN. Mais vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, vous parlez au nom d'une coalition de 30 pays. Vous dites, on est 30, on est fort. Ah, face à un seul pays. Vous êtes sérieux, ça veut dire que c'est vous qui êtes faible. Et que moi, si c'était moi, j'allais dire la Russie est la première puissance mondiale. Parce que face à elle, ils sont obligés de se mettre ensemble, de parler au nom d'une coalition, au nom d'une coalition, au nom parce que un seul pays ne peut pas dire que moi je suis plus fort que la Russie et que je peux affronter la Russie moi seul, sans l'aide de mes amis, sans l'aide de mes camarades. Non. Ils agissent toujours en groupe, l'OTAN. Mais dites que l'Amérique seule va agir et que nous on reste derrière. Vous pensez que si c'était le cas, les Américains allaient faire n'importe quoi dans le monde? Ils n'allaient pas faire ça. Ils font n'importe quoi parce qu'ils comptent sur vous. Ils se disent, quel que soit ce qu'ils provoqueront comme conflit dans n'importe quel endroit du globe, leurs amis, leurs alliés de l'OTAN vont venir les secourir, vont venir les aider. Voilà pourquoi ils foutent la merde. Est-ce que vous comprenez? Je le dis clairement. Les Américains seuls ne pourront pas agir et faire n'importe quoi s'ils ne comptaient pas sur leurs alliés. C'est parce qu'ils comptent sur leurs alliés qu'ils font n'importe quoi. La France ne peut pas être un pays orgueilleux, c'est-à-dire les dirigeants français ne peuvent pas être remplis d'orgueil et de se taper la poitrine. Ceci, cela, s'ils ne font pas confiance à leurs amis de l'OTAN. C'est-à-dire, ils savent que ce qu'ils tiennent comme discours, on doit gagner. Est-ce que la France seule, si on dit, bon, Poutine agisse, est-ce que Macron peut se permettre de dire, on ne doit pas laisser la Russie gagner ceci, cela? Non. Est-ce que la France va dire, moi, France, j'empêcherai Poutine que la Russie de gagner? Non. Il parle toujours, non, l'Europe n'acceptera jamais que la Russie gagne. Il parle au nom d'un continent en fait, au nom de tout un continent. Mais réveillez-vous quand même. Donc ils sont dans ça, donc c'est eux les faibles. C'est eux les faibles. Si la Russie était un pays qui n'était pas puissant militairement, il y a longtemps,
Ils auraient déjà quitté l'Ukraine. Il y a longtemps, ils auraient déjà fui l'Ukraine. Combien de trucs de milliards vous ne gaspillez pas? Combien d'armes, vos armes, les nouvelles technologies, les nouvelles armes que vous avez déjà envoyé tout en Ukraine. Mais vous voyez que non, ça ne change pas la donne. Ça ne permet pas aux Ukrainiens de chasser les Russes dans les différentes villes. Côté, parce qu'il y a des gens, j'aimerais rétablir une vérité. À chaque fois, il y a des gens qui disent, la Russie qui pensait prendre toute l'Ukraine en 3 jours. Est-ce que vous pouvez me montrer une seule déclaration, je dis bien une serait-ce qu'une petite déclaration d'un responsable russe disant que la Russie espérait prendre toute l'Ukraine en 3 jours? Il n'y en a pas. Ça n'existe nulle part. Cette idée de dire la Russie voulait prendre toute l'Ukraine en 3 jours, ça vient de l'Occident. Donc c'est de la propagande notoire. Il faudrait que ça soit clair. Donc si vous voyez quelqu'un tenir ce genre de propos quelque part, dites-lui qu'il ment. Et que s'il pense que ce que je dis, ce sont des mensonges, qu'il vous envoie une petite preuve venant de la part d'un responsable russe. Ça n'existe nulle part. Ceux qui ont inventé cette idéologie de dire la Russie pensait prendre toute l'Ukraine en 3 jours, ça vient de l'Occident. Donc c'est de la propagande occidentale. Est-ce que Poutine a dit qu'il allait prendre l'Ukraine en 3 jours? Il savait que l'Ukraine était soutenue. Même avant même que les hostilités ne soient lancées. Les derniers jours, l'Occident envoyait des armes, des milliers d'armes. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un avion militaire venant de l'Occident pour décharger des armes. Et donc, avant même que Poutine ne lance l'opération, l'Occident préparait déjà l'Ukraine pour affronter la Russie. Si ce n'était pas le cas et qu'ils voulaient la paix. Mais pourquoi ils envoyaient déjà les armes avant que la Russie ne rentre sur le territoire ukrainien? C'est parce que eux, ils ne voulaient pas négocier avec la Russie. Ils voulaient coûte que coûte qu'il y ait un affrontement en Ukraine. Entre les Ukrainiens et les Russes, pour que les Occidentaux soient derrière les Ukrainiens pour affaiblir la Russie. Et donc, eux, ils n'attendaient pas les discours de Poutine. Poutine demandait à ce qu'il y ait une négociation. Les Occidentaux ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient pas négocier. Au contraire, ils prenaient tout ce temps pour armer l'Ukraine jusqu'aux dents. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais vous n'avez pas regardé. À partir de janvier décembre 2021, janvier 2022, regardez les vidéos. Les avions qui défilaient en Ukraine, les avions militaires, les formateurs, les armes qui étaient de partout dans tous les pays de l'Union européenne, dans tous les pays de l'Afrique, de l'Amérique du Nord. Ça venait de partout. Donc, ils ont armé les Ukrainiens jusqu'aux dents. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la guerre face à la Russie. S'ils ne voulaient pas la guerre, non seulement ils n'allaient pas envoyer des armes en Ukraine, ils allaient tout de suite ouvrir la voie de la diplomatie pour dire à Poutine, bon, ok, on comprend, qu'est-ce que tu veux? Voici ce qu'on veut. Et apaiser la situation. Mais non, eux, ils ne l'ont pas fait. Au lieu d'entamer la diplomatie, pendant qu'ils armaient, Macron partait là-bas pour dire non, il ne faut pas intervenir, ceci, cela. Et ils armaient truc en Ukraine. Donc, en armant l'Ukraine, ça devenait une menace directe envers la Russie. Donc, ils attendaient quoi? Ils attendaient que les Russes les acclament pour dire, oh, bien, voilà, armée. Non. La Russie allait agir parce que toutes ces armes qu'ils envoyaient là-bas, les Ukrainiens allaient utiliser ces armes contre les gens du Donbass. Ben, les Russes, ils ne sont pas malades. Poutine n'est pas gaou. Les Européens savaient que l'Ukraine voulait récupérer le Donbass. Et le Donbass, ce sont des russophones. Et que les armes qu'ils envoyaient à Kiev, des cargaisons, des tonnes d'armes qu'ils envoyaient là-bas, ces armes-là, ils allaient se retrouver au front pour mater les russophones. Donc, ils attendaient quoi? Poutine allait rester là pour que l'Ukraine utilise ses armes contre non, il devrait agir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà comment il a agi. Et ils sont étonnés pour dire non, Poutine envahit. Non, c'est vous qui avez poussé le monsieur à agir. Si vous n'aviez pas entrepris une telle démarche, le monsieur n'allait jamais rentrer en Ukraine. Il allait négocier. Et cette histoire n'allait pas
on n'allait pas être là où on est aujourd'hui. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Mais les Occidentaux, quand je dis l'Occident, les Américains, ils font partie. Hein. Mais quand je dis Union européenne, voilà, là, j'écarte l'Amérique. Donc, les Occidentaux pensent affaiblir la Russie. Mais non, la Russie ne peut pas être affaiblie. La Russie n'est plus l'URSS. Ce n'est pas un soulard qui dirige la Russie. Ce n'est pas un soulard qui dirige la Russie. Lui qui dirige la Russie, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il a fait 20 ans au pouvoir et il sait où il va, hein, la Russie. Au contraire, aujourd'hui, il a signé un décret pour augmenter l'armée russe. Augmenter l'effectif de l'armée russe. Parce qu'il s'attend à tout. Il sait que ce qui se passe là, ça peut déboucher à n'importe quel moment sur une guerre incontrôlée. Et donc, Poutine se prépare déjà à avoir une armée de grande masse. Donc, il veut que son armée soit au moins, c'est-à-dire les soldats qui vont être actifs, soit au moins 2 millions de soldats actifs. Maintenant, les réservistes, ils vont être là, à côté. Est-ce que vous comprenez? Parce que les réservistes et tout, plus ceux qui sont actifs, au total, ils font 3 millions. Mais lui, il veut que ceux qui vont être actifs, militaires, tout cela, ils n'ont qu'à être 2 millions. Et les réservistes, quand ils vont les compléter au moins, ça va atteindre au moins 5 millions de trucs d'armée. Au cas où il y aura une guerre frontale entre lui et l'Occident, il puisse avoir au moins beaucoup de soldats pour affronter les Occidentaux. Et donc, il a signé un décret aujourd'hui pour intégrer beaucoup de jeunes au sein de l'armée. Objectif, avoir 2 millions de soldats actifs dans son armée. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est déjà un truc. Les Occidentaux qui nous disent que la Russie n'a plus de soldats, mais ce sont des mensonges, ne les écoutez pas. Ils n'ont plus de soldats. Mais ils font des exercices militaires avec la Chine. Ils sont aussi au Venezuela. En ce moment, ils font des exercices militaires là-bas. En Chine, la Russie fait des exercices militaires avec la Chine. La Russie est sur plusieurs fronts. Elle est en Syrie. Mais il y a des soldats en Syrie. Elle a des bases militaires à peu près dans les ex-pays de l'Union soviétique. Hein? Elle a des trucs Mais quand ils font ça, ça me fait rire. Mais elle a des militaires en Libye. Elle a des militaires en Centrafrique. Au Soudan. C'est moi qui veux citer. Donc, s'il manquait de soldats, la Russie allait faire rapatrier tous ces soldats qui étaient dans ces différentes bases, négocier avec les pays en question, pour dire, bon, on part, après on va revenir. Et prendre ces soldats pour les amener au front. Mais non, la Russie a toujours des soldats. C'est un grand pays. Un pays qui fait 150 millions de personnes. On vous dit qu'ils n'ont plus de soldats. Mais l'Ukraine qui fait 45 millions d'habitants, eux, ils ont beaucoup de soldats. Quelles sont ces conneries-là? La Russie a beaucoup de soldats. Poutine, il est stratège. Il fait perdurer le mouvement. Il ne veut pas aller vite parce qu'il veut démilitariser aussi l'Occident. Mais c'est une stratégie. Quand ça dure, l'Occident se démilitarise seul. C'est clair. Puisqu'ils vont taper dans leurs réserves d'armes pour donner à l'Ukraine. Et à un moment donné, ils ne vont plus être forts. Or, Poutine les attend sur d'autres fronts, en dehors de l'Ukraine. Mais vous ne voyez pas que le front se joue aussi en Afrique? Le front se joue en Afrique. Ah oui, au Moyen-Orient, en Asie. Donc, un Occident qui n'a plus sa capacité parce qu'elle a pris tous ses armes pour donner ça à l'Ukraine, par haine, en voulant affaiblir la Russie, se démilitarise et la Russie, elle les pousse en Ukraine pour se démilitariser et la Russie passe de l'autre côté pour les affronter. Et donc, du coup, de l'autre côté, l'Occident s'affaiblit. Vous ne voyez pas la France qui s'affaiblit? Mais elle a fui le truc, le Mali. Mais le Burkina maintenant veut entamer le pas. Mais après le Burkina, à qui le tour? Parce que elle ne peut pas avoir cette capacité, elle est obligée de financer le truc en Ukraine. Parce que si l'Ukraine perd, c'est l'image de l'Occident qui est en jeu. C'est-à-dire c'est comme si l'Occident perdait. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le vrai danger. Eux seuls, ils se démilitarisent.
Tout l'argent que les Américains ils envoient en Ukraine. Mais toutes ces dépenses-là, la Chine, elle est dans son coin. Les Américains sont là à dépenser des milliards de dollars pour aider. Pendant ce temps, les Chinois, eux, ils économisent. Donc, ils cherchent la première place mondiale. Donc, les Américains, eux, ils sont dans une histoire de guerre. On va faire la guerre à la Russie. Tous leurs jetons, là, ils prennent ça, leurs armes, ils donnent ça. La Chine, pendant ce temps, la Chine ne donne aucun franc à l'Ukraine. Au contraire, la Chine économise. Elle prend son temps pour économiser, pour fabriquer ses armes, pour les garder pour elle-même et devenir puissant militairement. Pendant ce temps, l'Amérique se démilitarise sans le savoir parce que tous ces armes, elle donne ça à l'Ukraine, elle fabrique, elle donne. La Chine fabrique, garde. La Chine fabrique, garde. Donc, vous verrez, donc cette stratégie, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde stratégique. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie aussi, c'est une bonne chance pour elle de tenter ces nouvelles armes, ces différentes armes qu'elle fait, elle fabrique. Et aussi, c'est aussi une occasion de se former sur le champ militaire même et de devenir un pays guerrier dans les années à venir. C'est ce que les Occidentaux ne comprennent pas. C'est-à-dire un pays qui va durer dans le temps, hein, dans une opération militaire en guerre. Ça va lui donner beaucoup d'expérience et voir ses failles. Ah oui, parce que chaque pays a des faiblesses. Donc la Russie va voir ses faiblesses dans certains domaines et les améliorer. Pendant ce temps, les Européens, eux, ils ne vont rien voir. Dans la haine, oh, on va donner un financier. Eux, ils ne voient rien. Mais les Russes, pendant qu'ils mènent leur opération, ils étudient, ils comprennent. Ils disent, ah là, on est faible, là, on va améliorer. Pendant ce temps, les Européens ne vont pas le faire. Et donc, les années à venir, la Russie va devenir un pays vraiment qui sera complet dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez? Et puis, les sanctions. Mais quand un pays est sanctionné, ça pousse le pays à survivre. Et donc, dans cette lutte de survie, le pays innove dans certains domaines. Donc, les Européens perdent. C'est-à-dire, ce que la Russie achetait auprès des Européens, que ce soit dans le domaine technologie et quoi, mais les Russes vont vouloir se forcer à fabriquer pour eux-mêmes. Et donc, dans les années à venir, ils vont concurrencer les Européens sur le plan international, dans certains domaines. Mais c'est ce qui est clair. Si tu me vendais quelque chose et que tu dis que tu ne me donnes plus, et que c'est toi qui as le monopole de ça, tu vends ça à tout le monde, et que moi je me force, et que bientôt je réussis à fabriquer ça, mais je vais aussi te défier. Et donc, ton marché là, je vais aller te défier sur ton marché et donner ça à bas prix. Ce que tu leur vendais cher et que tu pensais que tu étais le seul à avoir ça. Ah tiens, moi aussi j'ai ça. Je vais casser le prix et affaiblir ton marché. Et donc, ce qui va aussi affaiblir ton économie, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Les porte-hélicoptères que la France devrait construire pour la Russie et que Obama avait influencé, hein, comment il s'appelle, ce président français qui est quitté, puis Macron est venu là. Mais les Russes, aujourd'hui, ils sont là fabriqués pour eux-mêmes. Ils ont la capacité maintenant de fabriquer pour eux-mêmes les porte-hélicoptères. Et donc, la France qui savait faire ça, elle seule, elle vient d'avoir un concurrent direct. Et donc, ce marché que la France avait pour elle seule, un autre pays va aussi maintenant compétir dans ce domaine pour proposer ça à d'autres pays pour dire, si vous voulez des navires pour porter l'hélicoptère, la Russie peut aussi fabriquer ça pour vous. Et donc, du coup, la France ne sera plus seule. Et c'est ça le vrai problème. C'est ce que les Français ne comprennent pas. Les trucs, les Belges ne comprennent pas, les Allemands, les Américains, ils ne comprennent rien du tout. En agriculture, la Russie était en arrière. Mais quand ils ont sanctionné les Russes en 2014, les Russes ont compris, ils ont dit, bon, quand vous voulez nous affamer, nous là, on va faire. Ils sont devenus forts en agriculture. Ils sont devenus premier pays exportateur de blé au monde. Et dans certains domaines encore. Donc, lorsqu'on sanctionne les Russes, on les pousse à devenir encore plus grands. Parce que n'oublions pas, les meilleurs mathématiciens du monde, ce sont les Russes. Les meilleurs scientifiques du monde, ce sont les Russes. Ils ont assez de prix Nobel de trucs dans ce domaine. Et ce n'est pas contesté. Les Occidentaux le savent. Et donc, avec leurs connaissances mathématiques et scientifiques, ils vont faire beaucoup de choses. C'est parce que la nuit des temps, les Russes qui sont des trucs,
des cerveaux, ils sont tout de suite recrutés par les Occidentaux et les Américains. Et souvent, Israël les prend. Il dit non, ce sont des Juifs, il faut les recruter pour aller en Israël. Et leur connaissance, ils mettent à la disposition d'Israël. Et c'est ce qui fait que Israël innove dans beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Sinon, ce ne sont pas les gens qui ont été formés en Israël qui... Non, non, non. Israël a une technique. Cette technique, c'est qu'il y a des Juifs partout. Et ils sont très intelligents. Ils voient que tel individu qui est né dans tel pays, on dit c'est un Juif. Il est très fort dans tel domaine. Ils font tout pour dire qu'il n'a qu'à rentrer en Israël. Dès qu'il rentre en Israël, il innove là-bas. C'est-à-dire il invente des choses. Et ça appartient maintenant à l'Israël. Donc le pays où il est né, où il a grandi, le pays qu'il a nourri pour qu'il grandisse, ce pays ne bénéficie pas des inventions de ce dernier. Et c'est Israël qui bénéficie de ça. Voilà pourquoi Poutine ne voulait plus que, c'est-à-dire l'organe israélien qui se trouve en Russie, qui recrute les Russes soi-disant juifs. Poutine a dit non, il ne faut plus savoir rester là-bas. Parce que ils ont volé assez de trucs de cerveau russe en question. Ils prennent les têtes, c'est-à-dire les Russes, la Russie les forme. Ils vont à l'école là-bas. Ils sont éduqués par les Russes. Ils grandissent. Dès lors qu'ils ont eu une grande connaissance, Israël les recrute pour dire ce sont des Juifs. Ils n'ont qu'à retourner des trucs en Israël. Arriver là-bas, ils produisent des trucs. Et Israël se retourne contre la Russie. Et ils donnent leur connaissance aux Américains, ils partagent ça. Et les Russes, ils sortent un truc au 0-0. Donc voilà pourquoi Poutine a dit non, cette histoire d'organes de Juifs, plus ça va opérer en Russie pour recruter les Russes, pour dire, voilà, ils sont Juifs russes, ils restent en Russie. Ils vont innover en Russie et tout. Voilà où il y avait la mésentente entre l'État d'Israël et la Russie. Donc voici ça, voilà, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc Poutine va leur inculquer le patriotisme pour dire n'allez pas ailleurs. Vos savoirs, mettez ça à la disposition de la Russie. Car il s'agit de l'avenir de la Russie. Et vous allez voir, d'ici 10 ans, ce qu'ils avaient prédit pour dire non, la Russie va redevenir comme les années 1400, vous allez voir que ça va être le contraire total. Parce que la Russie va devenir forte, elle va devenir encore plus puissante et elle va inventer beaucoup de choses. Les Européens seront étonnés. Et lorsqu'ils vont vouloir renouer les liens, mais la Russie ne va plus même dépendre d'eux. C'est au contraire qu'ils vont vouloir acheter certaines choses auprès des Russes. Parce que les Russes vont dire non, non, nous on ne veut plus acheter quoi que ce soit avec vous. On a inventé pour nous-mêmes, on va garder ça pour nous-mêmes et tout. Voilà un peu ce qui se passe. Sur ce, on se laisse. Je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prenne soin de vous. Ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable Guerre compris.